pas eu le contre-pouvoir des médias. En fait, bon, toi, tu en incarnes un avec le Courrier des stratèges. Comment expliques-tu qu'il n'y a plus du tout de contre-pouvoir? Nous avons d'énormes subventions à la presse officielle. Voilà. Je l'appelle régulièrement la presse subventionnée. On dépense plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire vivre des journalistes. Et ça, c'est un moment essentiel de la fabrique du consentement, comme disait Noam Chomsky, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, le consentement de la caste, le mainstream de la caste, est diffusé par les médias, notamment parce que ces médias sont dépendants économiquement de la politique gouvernementale. Et cette dépendance a été accrue en 2020 par le plan exceptionnel d'aide directe à la presse que Emmanuel Macron a lâché. Je crois qu'il a lâché plusieurs centaines de millions d'euros pour financer la presse, sauver la presse pendant le confinement. Alors évidemment, lorsque on est dépendant économiquement d'un pouvoir en place, on a tendance à ne pas le critiquer, surtout qu'il y a ce phénomène d'accréditation que tu connais très bien, qui fait que si on veut pouvoir avoir accès aux conférences de presse, à la proximité, aux voyages officiels, si on veut être associé à la vie du pouvoir, il faut être accrédité. Et l'accréditation est une décision totalement arbitraire du pouvoir politique en place. Alors on se souvient notamment que lorsque on veut avoir la peau de quelqu'un, on dit si vous ne désactivez pas tel journaliste de votre rédaction, vous n'êtes plus accrédité. Et donc il y a un rapport osmotique entre le pouvoir et la presse à travers les subventions, qui fait qu'on a zombifié la presse. Les aides directes à la presse ou les aides indirectes participent de ce processus de zombification où un journal, au fond, comme l'Humanité, n'a plus besoin de lecteurs pour vivre, puisqu'il vit de subventions. Donc il y a bien une stratégie du pouvoir politique qui passe par le ministère de la Culture, qui consiste à dire aux journalistes, en fait, vous n'êtes pas au service des lecteurs, vous êtes au service du pouvoir en place. Et vous n'avez plus besoin de lecteurs pour vivre. Contentez-vous de diffuser la parole officielle. Et c'est ce qui se passe. Alors là, nous arrivons à ma partie préférée. À l'approche des élections présidentielles 2022, de multiples remaniements s'opèrent derrière les portes closes de plusieurs organes de presse. La population est bien trop occupée à jouir d'un ersatz de liberté retrouvée pour se rendre compte de ce qui se trame exactement. Or, nous sommes en guerre. En guerre informationnelle, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. La crise sanitaire fut avant tout celle d'une gestion politique calamiteuse. Mais l'heure n'est pas du tout à la pénitence pour l'Élysée, qui mobilise tous ses réseaux pour que sonne définitivement le glas de l'information libre et indépendante en France. Avez-vous été choqué de ce que vous avez entendu dans les parties précédentes? Attendez de voir ce qui arrive. Et vous comprendrez pourquoi c'est mon volet préféré. Et à la fin, une fois que j'aurai terminé avec ce volet-ci, dites-moi en commentaire si vous pensez que la France est toujours une démocratie. Emmanuel Macron est un homme auquel je reconnais une qualité, la détermination. Sang-froid, pragmatisme et opportunisme sont des mots qui le caractérisent bien. D'ailleurs, n'interprétez pas du tout cet anthropomorphisme comme une attaque ad hominem, mais je trouve qu'il a la tête de ses idées. La forme de son visage m'a toujours fait penser à celui d'un requin. C'est un carnassier au regard sombre qui sait sentir sa proie à des kilomètres à la ronde. Après tout, c'est un ex-banquier donc. Et cette année, la bête est déchaînée. Elle est en train d'achever de dévorer ce qui, dans les eaux profondes des médias, résistait encore à son appétit de pouvoir. Et si vous me permettez une lecture perspectiviste, je suis persuadé que la dernière moitié de l'année 2021 sera celle de l'hyper-propagande. Sa vidéo avec McFly et Carlito n'est donc, selon moi, qu'une simple mise en bouche. L'ADN Big Brother de ce gouvernement, qui l'a poussé à annoncer par le biais de Sibeth Ndiaye sa volonté de créer un ministère de l'information au début de la crise du Covid afin de s'ériger en certificateur de nouvelles alors même qu'il mentait sciemment sur l'inutilité du port du masque en milieu fermé, a laissé une empreinte non négligeable sur l'épitaphe liberté de la République française.
le locataire de l'Élysée, qui, à hauteur de 3 millions d'euros d'argent public, a fait appel à 3 sociétés d'écoute sociale afin, en vue de 2022, de surveiller ce que les réseaux sociaux disent de lui, est, d'après un article du Monde en date du 26 mars 2021, en train de mener une bataille de l'ombre en compagnie des manias des médias. En effet, cet article absolument édifiant, que je vous invite à aller lire par vous-même, nous relate plusieurs choses que je vais vous résumer subrepticement. 1. Le mouvement des Gilets jaunes a traumatisé Emmanuel Macron, pour qui le contrôle de l'information devient une nécessité. Son obsession pour la surveillance devient maladive, selon des macronistes. 2. Le président de la République française, qui est très ami avec Xavier Niel et Bernard Arnault, qui sont tous deux des grands manias des médias, ne porte pas dans son cœur Xavier Bolloré, qui est à la tête de CNews, une chaîne considérée comme ultra-conservatrice et non alignée à la Macronie, que n'apprécie donc pas l'Élysée. Ce qui fait d'ailleurs un point commun entre Emmanuel Macron et une certaine gauche. Citation. Éric Zemmour donne des frissons à tous les étages de la Macronie. Fin de citation. D'ailleurs, les dernières sorties de Stéphane Séjourné, député européen LREM, qui ne cesse d'appeler à un décompte du nombre de minutes par le CSA d'Éric Zemmour sur CNews, sont là pour le prouver. Et c'est d'ailleurs marrant d'entendre cela quand on connaît les méthodes d'Emmanuel Macron lui-même. Je rappelle entre autres le fameux grand débat national de 2019. 3. Nicolas Sarkozy a tenté de rabibocher Bolloré et Macron lors d'un dîner dans les jardins présidentiels en été 2020, mais rien n'y fait. Le désaccord est profond. Vincent Bolloré, patron de Vivendi, déplore le manque de soutien de la France par rapport à ses business en Afrique. 4. Le soutien de Bolloré à la réélection du président de Guinée Alpha Condé énerve l'Élysée. Macron préfère pousser son candidat de campagne, à savoir le Martiniquais Thierry Déaut. Ça en dit long sur l'indépendance de ces pays africains. Hein. 5. Comme les audiences de CNews augmentent, l'Élysée, en vue de 2022, envoie quand même ses lieutenants, malgré les différends avec Bolloré. 6. À 1 an de la présidentielle, plusieurs groupes français sont en recomposition. RTL, Europe 1, M6, Le Journal du Dimanche, Paris Match, etc., etc. 7. Bolloré, qui est proche du réseau politique LR, dont Xavier Bertrand, est un boulimique des médias. Il rachète le groupe Prisma Media, qui comprend Capital, Voici, Gala, Télé Loisirs, etc., etc. Et il bataille contre Arnaud Lagardère et Bernard Arnault pour mettre la main sur Europe 1 et sur Hachette. La gloutonnerie du smiling killer breton dérange énormément Emmanuel Macron. 8. Le président Macron pousse donc Bernard Arnault et Xavier Niel à compliquer la tâche de Bolloré. Ces derniers s'exécutent. Bolloré obtient Europe 1, Paris Match et le JDD sont pour les alliés de Macron. Et enfin, 9. Pour remercier Bernard Arnault d'être intervenu dans le dossier de Lagardère en printemps, Emmanuel Macron facilite indirectement son rachat du geôlier américain Tiffany en été 2020 par le biais de Jean-Yves Le Drian. Voilà. Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas un film de mafieux, mais c'est bien la réalité. Tout cela ne se passe ni en Chine, ni en Corée du Nord, mais bien en France. Quand l'information ne devient qu'un vulgaire marché, ça donne ça. Fait intéressant à constater, si Nicolas Sarkozy avait réussi à pacifier la relation Bolloré-Macron, ce dernier, qui compte déjà plusieurs oligarques dans son escarcelle, je rappelle Lagardère, Niel et Arnault, la première fortune, qui à un moment donné avait été première fortune mondiale, j'ignore s'il l'est encore, eh bien Emmanuel Macron allait véritablement devenir tout puissant. Voilà une preuve que l'acronyme LREM est vraiment à lire dans le sens de LR plus EM. Et après, on va donner des leçons à des chaînes comme RT France sous prétexte d'être à la botte de Poutine. Mais qu'en est-il du tsar Macron? Là, je vous ai fait qu'un petit résumé. Mais si vous lisez et que vous listez le nombre de médias que Macron a fait racheter, mais vous allez défaillir. Mais vous allez halluciner. Je vous encourage à aller lire cet article. Emmanuel Macron demande à ses proches d'aller passer des coups de fil à des patrons de chaînes, à des patrons de journaux. Voilà, allez lire et vous verrez. C'est hallucinant. Le totalitarisme, c'est toujours une horreur ailleurs, mais par contre, chez nous, c'est cool, jeune et dynamique, quoi. Et les autres remaniements médiatiques en faveur du président ne sont pas en reste. Vous allez voir. Comme je ne cesse de vous le dire depuis la première partie de la vidéo,
vous n'avez encore rien vu. Et d'ailleurs, les entraves initiées par l'Élysée à l'intégrité et au statut de l'information sont si légion que je ne saurais tous les lister dans une seule vidéo. Savez-vous que pour la Macronie, le BFM TV de Patrick Drahi n'était pas assez soumis? En 2019? Oui, vous ne rêvez pas? Quelques mois après la réunion de l'horreur de fin janvier 2019, durant laquelle le président avait susurré à quelques journalistes sa volonté de contrôle total sur l'information, Marc-Olivier Fogiel est choisi, comme par hasard, à la surprise générale pour diriger BFM TV le 24 avril de la même année. Ça tombe bien, car ce dernier est proche de Laetitia Hallyday, la femme de Carlos Ghosn, bref, une kyrielle de grands noms, parmi lesquels se trouve une certaine Brigitte Macron. C'est bizarre. C'est bizarre. Et à ce sujet, dans l'article de Les Échos du 27 juin 2019, la journaliste Fabienne Schmitz nous révèle une chose tout à fait stupéfiante lorsqu'elle aborde ce qui serait pour elle la lourde tâche qu'attendait Marc-Olivier Fogiel. Une lourde tâche l'attend chez BFM, cible de critiques virulentes pour son traitement de la crise des Gilets jaunes. Mise en scène des samedis de manifestations, parfois jusqu'à travestir la réalité, plans resserrés sur des agressions, images de violence qui tournent en boucle des heures durant. En quelques mois, BFM s'est mis tout le monde à dos, l'Élysée, les Français et même ses propres journalistes qui ont contesté sa ligne éditoriale. Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée et toute la bande pensent vraiment que BFM, c'est Satan, affirme un conseiller politique du pouvoir en place. Ils disent que c'est indigne ce qu'a fait BFM sur les Gilets jaunes. Marc-Olivier, lui, a l'avantage d'être Macron-compatible. Il tutoie le président, dont il est réputé proche, même s'il assure qu'il connaît encore mieux Sarkozy ou Hollande. Oui, vous avez bien entendu, non, vous ne cauchemardez pas, le secrétaire général de l'Élysée, contre lequel l'association Anticorps a déposé 3 plaintes, dont 2 pour prise illégale d'intérêt, et enfin, manquement à ses obligations de transparence, Alexis Collère donc, qui était d'ailleurs lui aussi présent avec Ismaël Emelien, lors de l'entrevue de l'horreur tenue par le président avec des journalistes quelques mois plus tôt, considère au même titre que l'ensemble de la Macronie que BFM TV est l'égal de Satan, ce qui étymologiquement veut dire qu'il concevait en 2019 la chaîne macroniste chapeautée par Patrick Drahi, proche d'Emmanuel Macron, comme leur adversaire. On en est là. Tout cela à cause des images qui passaient en boucle sur BFM TV lors de la jacquerie des Gilets jaunes et qui entachaient entre autres la belle image que le pouvoir veut se donner. Ils sont tous dingues, surtout quand on se rappelle des nombreuses attaques des éditocrates de la chaîne de Drahi, ce proche d'Emmanuel Macron, à l'endroit du mouvement fluorescent. Mais tout va très bien, Madame la Marquise. Marc-Olivier Fogiel est là. BFM TV, ça signifie bien Business Financier Macronian, c'est ça? Non, c'est juste pour savoir, comme ça. Grosse mobilisation aujourd'hui à Marseille. Les effets de cette extrême soumission confinant à de la prostitution au pouvoir macroniste se sont vus le samedi 17 juillet 2021, suite aux grandes manifestations contre le pass sanitaire que la chaîne de Marc-Olivier Fogiel, tout en réduisant le nombre des contestataires, a caricaturé en manifestation des anti-vaccins. À quand un rassemblement devant les locaux de ces 4e roues du carrosse macroniste? Où est-ce qu'on en est, Lauriane ? Alors ici sur la rocade de Bordeaux, quelques voitures ont pu passer sur le pont d'Aquitaine, mais c'est vraiment très peu de véhicules, cela se fait au goutte à goutte. Et puis malheureusement la situation se tend, cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfant, mais des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Au revoir, à ce soir. On reviendra bien sûr sur ces informations. Les différentes personnes de France 3 interrogées reconnaissent volontiers que la coupure qui met fin au duplex est un peu sèche. Et puis on a également un autre extrait très parlant, une citation là encore d'une personne de France 3. En temps normal, on ne coupe pas comme ça, reconnaît la chaîne.
Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont remarqué un accueil plutôt chaleureux du couple Macron par la direction de France Télévisions. Alors, pour celles et ceux qui étaient devant leur écran de télé, et si vous êtes maintenant sur numéro 23, c'est au moment où le couple Macron descend de voiture et que la présidente de France Télévisions est là et embrasse Brigitte Macron. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, et Michel Field, qui est présent aussi. Patron de l'information de France Télé. À ce moment-là, certains disent, ben voilà, c'est l'entre-soi qui est démontré aux yeux du grand public. Cela fait plusieurs années que l'organe de service public France Télévisions se distingue par une certaine appétence à la servilité gouvernementale. Et je pense bien évidemment, et je ne cesserai de le répéter, à l'épisode de la censure d'une pancarte anti-Macron sur France 3, ou encore à la volonté d'une Radio France chapeautée par Sibylle Veil, passée par la même promotion que l'actuel président Emmanuel Macron, Alena, qui refusa en novembre 2019 de diffuser des spots publicitaires sensibilisant au sujet du référendum ADP à Aéroport de Paris pour des motifs fallacieux, alors même qu'il passait des spots appelant à investir dans la privatisation de la Française des Jeux. Et donc, pour bien raviver la mémoire de vous autres, très chers auditeurs, le référendum d'ADP avait été énormément impulsé par le mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'est juste pour que vous compreniez toute la portée symbolique de ce référendum et de la raison pour laquelle j'évoque Sibylle Veil, celle qui aujourd'hui est à la tête de Radio France et qui est une macroniste patentée et qui, d'après l'article que vous pouvez voir à l'écran, avait même dans son enfance chanté le karaoké avec Emmanuel Macron. Eh bien, voilà qu'ils sont en train d'entonner le karaoké de la censure à la tête du pays. Donc cet asservissement affligeant du service public au pouvoir politique n'est plus du tout approuvé, et les quelques naïfs qui le pensaient soucieux d'informer la population risquent d'être déçus. La nomination de Cyril Gradiani comme nouveau chef au service politique de France Télévisions à 1 an des présidentielles crée apparemment de l'émoi au sein de la chaîne de service public chapeautée par une Delphine Ernotte, membre du club Le Siècle, qui s'est montrée très proche du couple présidentiel. Là, on la voit faire la bise à Brigitte Macron, et sans doute a-t-elle connu Emmanuel Macron durant les dîners du club Le Siècle, qui sait. France Télévisions, et mois après la nomination d'un nouveau chef au service politique. À près d'un an de l'élection présidentielle, des salariés craignent que l'arrivée de Cyril Gratiani, à la tête du service, ne sème le doute sur son indépendance. Par Aude Dassonville. Publié le 12 mars 2021. À France Télévisions, Delphine Ernotte et son numéro 2, Stéphane Sidbon-Gomez, ont procédé, vendredi 12 mars après-midi, à une série de nominations proposées par Laurent Guimier, le directeur de l'information, et Diego Buñuel, le directeur des programmes. À la rédaction, c'est le changement à la tête du service politique qui suscite tous les commentaires. Une certaine ébullition y règne en effet depuis 2 jours, lorsque les journalistes politiques ont appris le remplacement imminent de leur rédactrice en chef, Muriel Plenay, par Cyril Gratiani. Cet éditorialiste de la chaîne France Info avait fait part de sa future prise de fonction à certains membres du service avant même que sa prédécesseur ne soit informée de sa prochaine éviction. Mais, au-delà d'une méthode qui nous révolte, selon les termes d'un journaliste, le calendrier et le profil de l'heureux élu font aussi tiquer. Changer de chef du service politique de France Télévisions, 1 an, avant une élection présidentielle, est maladroit, poursuit le salarié. D'autant que Cyril Gratiani est réputé être l'un des rares journalistes avec lesquels Emmanuel Macron échange volontiers. Il se vante lui-même de commenter The Voice avec le président, le samedi soir, par texto, assure un autre. Arrivé de France Inter en septembre 2020, le quadragénaire est l'une des premières personnes que Laurent Guimier a fait venir à France Télévisions lorsqu'il a accédé à la tête de l'information du groupe, en juillet 2020. Guimier et Gratiani font partie du même package, grince un salarié, qui se désole d'un éventuel discrédit que cette supposée Macron-compatibilité pourrait jeter sur l'information politique du groupe. Contacté par Le Monde, M. Guimier balaie la polémique. Qu'un journaliste ait ses entrées, se contente-t-il de noter, à propos de M. Gratiani, c'est une qualité, dès lors qu'elles sont multiples. Procès d'intention. Je pense que ces nominations relèvent plus d'une volonté de faire plaisir au pouvoir que d'une vraie envie de mettre les gens au pas, commente un membre de la rédaction.
Les journalistes ne sont pas aux ordres. France Télévisions fait avant tout du zèle, appuie une autre. Si le soupçon qui va peser sur nous est manifeste, cela ne veut pas dire qu'il y aura des raisons de nous adresser des reproches. Un journaliste qui échange des SMS futiles avec le président qui est placé à un poste sensible en vue des élections 2022, n'est-ce pas formidable? Comme si le service public n'était pas assez soumis au gouvernement. Florian Humet, qui depuis l'élection de son idole collectionne les passages dans les cabinets ministériels, d'abord auprès d'un obscur député LREM, puis successivement chez Richard Ferrand, Mounir Majoubi, Nathalie Loiseau, Agnès Pannier-Runacher, lui qui est l'une des chevilles ouvrières du mouvement des jeunes avec Macron créé en 2015, s'est vu offrir un poste au sein de la chaîne de service public, celui de directeur des relations avec les pouvoirs publics. Comme l'a déclaré le journaliste Alexis Poulain dans un tweet du 25 décembre 2020, ils sont peu nombreux, mais toujours bien placés pour verrouiller et surveiller les médias, les espaces de dialogue et de production. Ce sont les derniers des marcheurs. Ils marcheront jusqu'au bout. Sur TF1, c'est la nomination de Didier Casas au poste de secrétaire général du groupe qui n'est pas pour déplaire à l'Élysée. C'est une info de septembre 2020. Comme nous l'annoncions en août, TF1 confirme l'arrivée de Didier Casas au poste de secrétaire général du groupe. Par Véronique Groussard. Publié le 18 septembre 2020. Une nomination qui n'est pas anodine et encore moins de nature à déplaire à l'Élysée. C'est autre chose qui retient l'attention. Didier Casas est un proche d'Emmanuel Macron et ne s'en cache pas. Durant la campagne présidentielle, il avait pris un congé sans solde de 4 mois pour s'engager dans l'équipe du candidat et contribuer à l'élaboration de son programme. Il était chargé des questions régaliennes, défense, sécurité, immigration, laïcité, institutions et libertés publiques. Logiquement, tout le monde s'attendait à le retrouver à l'Élysée, au lendemain de la victoire. Et puis, non. Il était fortement pressenti pour y jouer un rôle, mais Alexis Collère, secrétaire général du château, a tout fait pour éloigner cette concurrence, avec succès, décrypte une ancienne de l'équipe. Un tel mouvement, quelques mois avant les présidentielles de 2022, n'est pas anodin et encore moins de nature à déplaire à l'Élysée. Le secrétariat général de TF1 est un poste très important dont le titulaire assure le lien avec le CSA, l'Élysée, Bercy, les parlementaires, Bruxelles. Il est chargé, entre autres choses, du lobbying. Autour d'Arte, ou Dorothée Stick, qui a été membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et de son cabinet à Bercy, vient d'être nominée au conseil de surveillance d'Arte. C'est une information du Canard enchaîné. Alors que Macron veut en finir avec l'ENA, une nomination au conseil de surveillance d'Arte France tombe à pic. Dorothée Stick, énarque, a écumé les cabinets ministériels, Le Maire, Montebourg, et œuvre aujourd'hui chez le banquier JP Morgan. Mais elle a été aussi membre de l'équipe de campagne de Macron et de son cabinet à Bercy. Ça change tout. Parmi les dernières chaises musicales médiatiques, on compte aussi Manuel Valls, cet ancien Premier ministre, cimenté au scandale d'État, Lafarge, qui versait de l'argent à Daesh. Lui qui est devenu la risée de la Catalogne tant son inanité politique est grande, intègre BFM TV, on ne change pas une équipe qui gagne. Dès que votre nom est prononcé, c'est le déluge sur Twitter, on se moque de vous, de votre façon, dit-on vulgairement, de faire du lèche-botte avec Emmanuel Macron, d'approuver chacune de ses décisions, de chercher un Marocain, de chercher un poste. Comment vous tenez le coup? D'abord, je ne lis pas. Plutôt connu des auditeurs de la presse foot, le très lisse et politiquement correct, Mohamed Bouafsi, va quitter RMC Sport pour intégrer l'émission de l'inénarrable duo Elisabeth Lemoine-Patrick Cohen. Si l'on en croit les propos de Romain Molina, journaliste sportif, ce dernier intègre la chaîne de Delphine Ernotte, pour une raison qui ne va pas déplaire à la Macronie. Peux-tu en dire plus sur la relation de Macron et le foot? On sait que l'industrie du foot est très politisée, mais ce que tu dis en ton intro est assez choquant lorsque je vois le désintéressement suisse. Alors je ne pourrais pas parler évidemment sur la Suisse, je sais juste que Macron m'en est intervenu à ce niveau-là, il disait que c'était une bonne idée de reprendre Karim, etc. Je ne pourrais pas te dire les raisons parce que je ne les ai pas, mais je pense qu'il y a des gens qui seront au courant.
Au pire, vous avez qu'à demander à Mohamed Bouafsi, vu que maintenant les journalistes politiques En Marche. Ah pardon, merde, faut pas trop le dire, qu'il va avec le député d'En Marche au Vélodrome tout le temps et qu'il a fond avec eux. T'as quand même, par contre, ça, je trouve ça infamant. Je paye des impôts pour ce mec-là qui rejoint le service public pour faire la promotion d'un parti politique. Alors, on peut penser ce qu'on veut, il a le droit de le supporter, moi j'en ai rien à cirer. Mais par contre, j'avoue que ça me fait un peu chier. Que je me dirais que mes impôts servent à payer des mecs comme ça, bah putain. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Quand vous embauchez un idiot, par hasard, il va essayer d'embaucher d'autres idiots, déjà en dessous de lui, qui sont moins bons. Quand vous embauchez un type intelligent, il va essayer d'embaucher des types plus intelligents que lui. Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits-enfants. Et ses conseillers, et les ministres, au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous, au fond, une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Macron. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Il fait des erreurs comme tout le monde. Il fait des erreurs monumentales, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait un député de dire attendez, là on est en train de faire une bêtise. Mais bien sûr que oui, ça crée quelque chose qui paralyse un peu le fonctionnement autour de lui et la circulation de l'information. Mais c'est stupide. J'ai jamais entendu un truc aussi idiot. Après ce que vous venez d'écouter, pensez-vous vraiment que nous sommes encore en démocratie? L'espace commentaire est ouvert, lâchez-vous. Arrivé au terme de cet avant-dernier volet, une chose ne doit plus du tout souffrir d'aucune ambiguïté dans votre esprit. Il y a certes en chacun d'entre nous une sorte d'orgueil plus ou moins mal placé qui sommeille, mais pour certains, et je vais m'attarder ici que sur Emmanuel Macron lui-même, la démesure de cette arrogance est telle que même des journalistes au discours panégyrique à l'égard de son magistère peuvent être regardés avec plein de défiance par l'intéressé. On en est là. C'est le syndrome de tout dirigeant ubu. Il veut achever le 4e pouvoir. Avec lui, presse doit rimer avec laisse. Raison pour laquelle il a émis en 2019 le désir d'élargir son armée de chiens de garde. Et cela explique aussi les manœuvres de son gouvernement lorsqu'il exploite chaque drame survenant dans la société pour pointer du doigt les réseaux sociaux qui, il le sait très bien, abritent encore ses plus irréductibles opposants. Pas les faux qui font semblant. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le Président de la République. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, il l'a dit. Vous l'avez dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. Soutenez la voix de Portici tant qu'elle se fait entendre. N'oubliez pas le commentaire, le pouce, d'enclencher la cloche et nous nous reverrons très prochainement pour la suite. Ciao, ciao. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien.